Bonsoir. Bonsoir. La rencontre avec le spectacle, c'est né comment? C'est un professeur? C'est vos parents? C'est un livre? Quand vous étiez enfant, quel a été le déclic qui vous a projeté dans le monde de l'expression? Une chose qui s'est perdue, c'est le spectacle de fin d'année que l'on fait à l'école. J'avais 7 ans et c'est le mois de juin, c'est la fin de l'année scolaire et il y a la petite fête sous le préau, sur une scène, devant tous les parents d'élèves et chacun fait sa petite scénette. Et moi j'avais 7 ans et on m'a fait travailler, j'étais dans le Vaucluse, la partie de cartes de Marcel Pagnol. Et je jouais Escartefigue, j'oublierai jamais parce que j'avais 7 ans, j'avais ma petite moustache qui collait, d'ailleurs avec mon trac ça tenait pas tellement j'avais la trouille, et je jouais la fameuse partie de cartes Tu me fends le cœur. Les rires et les applaudissements ressentis ce jour-là, je ne l'ai jamais oublié, m'ont transpercé comme des épées. Et je me suis senti visité. Vous aviez quel âge? 7 ans. 7 ans. 2 ans après, j'animais la fête de l'école sous le préau. J'étais l'animateur de la fête de fin d'année. J'avais 9 ans. Et puis, j'ai jamais arrêté. L'environnement familial a vu ça d'un bon œil ou ça a été compliqué? Non, comme tout environnement familial, parce que je vous parle de ça, c'était dans les années 70. Je choisissais un métier de chômeur. Donc, non, ça a été difficile. Il était hors de question, d'ailleurs, Il fallait que j'ai mon bac. Je ne l'ai pas eu. Moi, j'ai été en conflit avec les parents. Je suis rentré très vite dans une troupe de théâtre, j'avais 13 ans, j'avais la chance d'habiter près d'Avignon, donc j'allais tout le temps au Festival d'Avignon. Je suis rentré dans une troupe professionnelle à l'âge de 15 ans, et puis j'ai monté ma propre troupe à la MJC de Carpentras dans le Vaucluse. J'ai vite monté des spectacles, et j'ai commencé à organiser des troupes et organiser des spectacles entre 14 et 17 ans. Donc j'étais en conflit avec mes parents en permanence, et j'allais faire du théâtre en cachette. Entre l'ambition et la réalité, souvent c'est compliqué. Qu'est-ce qui vous a permis de passer dans la vie concrète, professionnelle du monde du spectacle? La majorité. J'ai quitté les parents à 18 ans, je suis monté à Paris. Je suis arrivé dans les années 80, c'était encore la grande époque des cafés-théâtres. Et tout de suite, tout en faisant des cours de théâtre prestigieux, j'ai fait l'école d'art dramatique Charles Dulin, j'ai fait l'école du cirque Danny Fratellini, et puis j'ai fait une école de cinéma en même temps qui s'appelait à l'époque Roche, qui était gérée par Claude Jean-Philippe, le monsieur ciné-club d'Antenne 2 à l'époque, qui présentait tous les films le dimanche soir à la télé. Et du coup, je me suis retrouvé à apprendre caméra, cirque, le corps, et puis l'art dramatique. Et en ayant les bases, je suis allé jouer mes sketchs que j'avais déjà écrits, parce que j'avais déjà écrit un one-man show quand j'avais 15 ans dans le Sud. Je suis allé jouer mes sketchs dans les scènes ouvertes et dans les cafés-théâtres parisiens. Et là, j'ai fait des rencontres. Et très vite, je me suis servi de ce que j'avais appris à l'école pour jouer avec les gens qui m'embauchaient. Donc j'ai été embarqué dans l'aventure des cafés-théâtres où il était très 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 facile à cette époque-là de pouvoir créer des spectacles et de les jouer dans des petites salles au pourcentage d'entrée. Et puis on finit par en vivre, à devenir un intermittent, comme on dit. Vous avez donc connu la famille Danny Fratellini, Oui. ce cirque qui était Oui. sur le bord, je ne sais pas s'il existe toujours. Si, le cirque Danny Fratellini, enfin l'école existe toujours à Pantin. Oui. Malheureusement, maintenant, ni Pierre ni Annie ne sont là, parce que Pierre a beaucoup aidé, j'ai connu Pierre Etex, Oui. Pierre a beaucoup aidé Annie. Mais oui, j'ai connu cette période-là, mais j'ai aussi en même temps connu le théâtre d'art dramatique, c'est-à-dire le théâtre privé et le théâtre subventionné. J'ai aussi connu le milieu du café-théâtre à l'époque où le théâtre de Bouvard, la classe, toutes ces émissions qui lançaient des humoristes existaient. Et j'ai toujours été sur trois chemins différents, à rencontrer des gens différents. Donc, et je me suis retrouvé après, c'est très amusant d'ailleurs, comme cascadeur médiéval dans les tournois de chevalerie. Donc j'ai aussi, pendant 12 ans, fréquenté le métier des cascadeurs. D'accord. Ça paraît étrange, mais c'est des... Avec une spécialité? C'était le spectacle de Moyen-Âge à Provins et au Puy du Fou. Donc ce sont des spectacles qui étaient essentiellement basés, à Provins notamment, sur la fauconnerie et puis les tournois de chevalerie et la pratique des machines de guerre, où on utilisait des vraies machines de guerre de l'époque et où les spectacles avaient lieu en plein air. On faisait 3 spectacles par jour en plein air. Ça vous a donné une dimension d'expression extrêmement diverse. Est-ce que une a pris le dessus ou c'est vraiment le mariage de l'ensemble qui vous construit? C'est une très bonne question et c'est le mariage de l'ensemble qui me construit. Maintenant, j'estime que quand on est artiste, alors ça peut paraître prétentieux, mais moi je me suis senti artiste, comme je vous l'ai dit, à 7 ans très tôt.
On a toujours avide d'apprendre un truc qu'on ne sait pas. On avance en autodidacte. Et c'est les expériences et les rencontres qui nous nourrissent. Donc je pars du principe, quand on me propose quelque chose que je n'ai jamais fait, je dis oui tout de suite. Parce que quoi qu'il arrive, j'aurai appris quelque chose que je ne sais pas faire. Donc j'ai un petit peu avancé comme ça, tout le temps. Tout le temps. Quand vous êtes sur scène, quand vous laissez entrer un personnage dans vous, êtes-vous toujours dans le registre du conscient, c'est-à-dire que vous avez toutes le recul, la maîtrise de ce qui se passe, ou parfois laissez-vous l'intuition de l'instant, le moment, la spontanéité prendre les commandes au point de devenir parfois le spectateur de votre propre créativité? Alors, c'est également intéressant, mais le processus se fait pour moi de la façon suivante. Et c'est très intéressant aussi au niveau du jazz, parce que je suis un fan de jazz, il y a une relation entre ce que peut ressentir un musicien de jazz à partir dans une improvisation et ce que peut ressentir un comédien qui a travaillé son personnage à se laisser en public envahir par le personnage. C'est-à-dire que je pense, comme tout musicien de jazz, je ne le suis pas, le morceau se répète, au même titre qu'un personnage se travaille. À partir du moment où on estime qu'il est abouti, ou en tout cas qu'il est présentable, évidemment, le public doit valider. Lors de cette validation, soit le public valide et on est emporté par quelque chose, et auquel cas il se peut que le personnage prenne le dessus et nous dépasse, et c'est en général les meilleures représentations. Quand on sort en ayant été dépassé par son personnage, on a l'impression d'avoir vécu quelque chose, d'où le phénomène souvent d'addiction et de drogue qu'on assimile à un spectacle. Quand on dit avoir pris son panard, c'est qu'on a été débordé par quelque chose. Le personnage nous a dépassé, on s'est fait emporter par les réactions du public et la situation. Au même titre que je pense qu'un musicien de jazz qui part dans un bœuf et qui réussit une envolée qui en général, et c'est souvent le cas, applaudi par le public, puisqu'il arrive toujours à retomber sur ses pattes, comme un comédien embarqué par son personnage arrive également à retomber sur ses pattes. Je pense que ce moment est un moment que nous recherchons tous quand nous l'avons vécu une fois. La difficulté, c'est à ça que je veux arriver, c'est de le retrouver. Parce que finalement, la quintessence de notre art, c'est d'arriver à ça. Mais pour le retrouver, il faut que tous les paramètres autour de nous soient en place. Et rarement, on peut retrouver... on dit en général qu'on arrive à toucher cet état au théâtre toutes les 30 ou 40 représentations. Je pense que pour un musicien de jazz, peut-être que c'est, je sais pas, tous les 10 ou 20 concerts, j'en sais rien, c'est peut-être de cet ordre-là. Il faut qu'on soit bien, il faut qu'on maîtrise parfaitement son art, il faut que le public soit bien, il faut que la connexion, l'osmose de l'instant soit là. Il faut être totalement démuni de toute pensée. La caméra dont vous parlez, on ne peut pas la voir. Si on est à ce moment-là sur scène, ou même en train de jouer un morceau, en train de penser qu'une caméra nous regarde, ou si on s'auto-regarde, on est foutu. On ne peut pas s'abandonner à faire en sorte que les choses nous dépassent. Le dépassement dont vous parlez, c'est un état de grâce. Je pense. Quand vous vous exprimez, vous évoquiez l'importance de l'écoute, l'ambiance. Est-ce que l'empathie du public est un outil qui vous semble important? C'est fondamental. Mais cette empathie ne peut arriver que de l'énergie qu'on dégage. Le public n'a pas nos connaissances techniques. Le public, il prend un instant, il paye, il s'assoit, il prend un instant. Il a envie de se détendre. Si on est dans une énergie qui permet cette connexion, il n'y a aucun problème. Mais on peut soi-même être dans une énergie qui ne le permet pas. Tout comme le public aussi, mais à la limite, c'est pas notre problème. S'il a plu, s'il y a eu une journée de merde, s'il y a eu des actualités horribles et que le public est là dans la salle et qu'il est perturbé par sa journée, notre boulot, c'est de lui faire oublier tout ça. Donc, à la limite, l'énergie du public, nous n'avons pas à en tenir compte. Nous devons faire en sorte de l'inverser. Mais nous, sur scène, en tant qu'artistes, nous devons d'être dans un état qui permet cette empathie automatiquement. Sinon, quelque chose ne va pas fonctionner et c'est jamais la faute du public. J'adore les comédiens qui disent « ça n'a pas marché ce soir, le public était con ». C'est faux.
C'est toi, mon petit bonhomme, qui n'étais pas dans la bonne énergie. C'est toi qui n'as pas su donner ce qu'il fallait. Le public n'est jamais con. Et le public n'a jamais tort. Il peut ne pas aimer et tout, et c'est son droit, parce qu'on ne peut pas faire l'unanimité, heureusement. Mais sur scène, on se doit d'être dans un état qui lui donne ce qu'il est venu chercher. Toute cette aventure, ces rencontres, vous ont donné envie de transmettre Oui, la création d'une école. oui. Alors, comment s'est fait le déclic? Pourquoi cette envie de créer cette école? Parce que je gravite dans ce métier depuis plus de 30 ans, la découverte des talents, et plus particulièrement dans le domaine de l'humour. Puisque, comme je vous l'ai dit, l'arrivée dans le café-théâtre m'a fait rencontrer tous les gens du café-théâtre et le domaine de l'humour. Et je me suis très vite intéressé à l'humour. Pourquoi? Parce que d'abord, ça m'a fait gagner ma vie plus facilement. J'ai joué du Claudel et des pièces d'Arabal, mais il faut dire ce qui est, en dehors du Festival d'Avignon, où j'attirais quelques professionnels et quelques acheteurs de centres culturels, je n'attirais pas le grand public. Le grand public, et encore une fois, ce n'est pas péjoratif ce que je dis, je ne suis pas en train de critiquer, a besoin de choses populaires, il a besoin de s'amuser. Donc j'ai découvert par l'humour que j'avais possibilité d'agrandir la façon de gagner ma vie et de développer mon art. Donc j'ai fréquenté l'humour très vite et tout le temps, de tous les côtés de la barrière, que ce soit des découvertes des jeunes talents, à la production, à la direction de lieux, à la création de festivals, etc., en mise en scène, en coaching. Je gère l'humour, enfin, j'ai l'impression que depuis 35 ans, le domaine du one-man show et de l'humoriste est quelque chose que je maîtrise parfaitement. Mais on en apprend toujours. Aujourd'hui, je me suis retrouvé dans une situation où, par un souci de maladie qui m'a coupé pendant 4 ans de ce métier, où j'ai été sur une autre planète, où j'ai vaincu un cancer et où il a fallu que je me batte tout seul, et je m'en suis sorti et tout va bien. Je suis sorti, j'avais été oublié, le métier a changé, avec l'arrivée des multimédias, avec la façon différente de communiquer, avec le fait qu'aujourd'hui les humoristes soient devenus un produit. Et il n'est plus question d'artistique pour la plupart des gens. Le commerce, la façon de vendre, la façon de détendre les gens, la crise, tout a changé. La différence entre artiste et produit? Un artiste, c'est quelqu'un qui va à l'encontre de ce qu'on établit. Un artiste, c'est pas quelqu'un qui suit la mode, c'est quelqu'un qui la crée. Ça, c'est ce que je pense. Tous ceux qui suivent la mode ne font que ce qui a déjà été établi. Le principe d'un artiste, c'est d'élever les consciences. Sinon, il n'est pas artiste. Aujourd'hui, des artistes, on les compte sur les doigts d'une main. Et nous sommes dans une société tellement conventionnelle et tellement schématisée que quelqu'un qui sort du lot et qui fait éveiller les consciences devient suspect. Donc, fort de ce constat, et m'étant rendu compte que par Facebook, Internet et tout ce développement des multimédias, on finissait par faire des amalgames, à mélanger tout et n'importe quoi, à perdre la notion d'analyse, de réflexion, de transmission, voire de culture, je me suis retrouvé dans une situation où je me suis aperçu que le métier avait changé. Les écoles qui existent, pas les écoles, parce qu'il existe toujours les écoles de théâtre comme le Cours Florent et Périmonie, Cochet et plein d'autres, mais il existe des ateliers de one-man show, de stand-up et tout qui se sont créés, qui ne sont que des gens qui exploitent des jeunes qui, parce qu'ils n'ont pas de travail, parce qu'ils n'ont pas envie de bosser, se disent qu'avec 5 minutes de sketch et de buzz sur Internet, je peux devenir humoriste. Alors du coup, chacun s'inscrit à des petits cours à droite et à gauche, et 300 € par-ci, et 600 € par-là, etc., pour soi-disant apprendre un métier. Mais comme le dit le nom, métier, ça s'apprend, et ça ne s'apprend pas dans un cours privé de quelqu'un qui n'a jamais su ce qu'était ce métier. Parce que la plupart des cours qui existent sont montés par des stand-uppers, des comiques, qui ne sont même pas sur la place du marché. Il n'existait pas d'école à proprement parler pour former un humoriste. Ça n'existe pas. Il en existe une au Québec, qui est très connue, qui s'appelle ENH, qui est l'École nationale de l'humour, avec Juste pour rire et tout, mais c'est une école privée, qui existe depuis, je crois, presque 30 ans, et qui a explosé il y a à peu près une quinzaine d'années, avec pas mal d'artistes qui se sont fait repérer dans cette école, et que Juste pour rire, justement, a pris sous son aile en produisant. Les Rachid Badouri et bien d'autres ont fait cette école-là. On s'est rendu compte que cette école permettait de développer la personnalité de l'artiste en lui permettant d'écrire lui-même et de créer son propre personnage. En France, tout ce qu'on connaît, que ce soit dans les cours de théâtre ou dans les quelques ateliers que j'ai dénigrés à juste titre autour de l'humour, on donne des codes. On explique que ça doit être comme ça, que pour faire rire c'est comme ça, mais on donne des codes par rapport à une société qui a déjà installé des schémas totalement conventionnels et que tout le monde répète. À aucun moment on dit tu es différent.
Ce qui m'intéresse, c'est que tu développes cette différence. Parce que dans les milliers et des milliers de one-man shows qu'il y a actuellement sur le marché, puisque c'est un produit, que c'est devenu une mode, et que par manque de travail, tous les petits jeunes veulent s'y atteler, et c'est vrai qu'on peut. Il y a des tas de scènes ouvertes, des tas de plateaux où on peut jouer et faire croire à n'importe qui en 3 mois qu'il peut devenir une vedette. Donc le miroir aux alouettes est très puissant. À aucun moment, on ne dit à quelqu'un, je vais développer ta personnalité, tu vas écrire, tu vas essayer de créer un style qui sort du lot pour pouvoir te faire repérer. Il n'existe pas d'enseignement pour ça. Au Québec, ils l'ont trouvé, mais pas en France. Pourquoi? Mais parce que c'est pas dans la mentalité française de faire autrement que ce qui est établi. Parce qu'en France, quand on dit on va faire différemment, non, ça va pas marcher. Et pourquoi au Québec c'est le cas? Mais parce que la mentalité est certainement différente. Je pense que le Québec a 10 ans d'avance sur nous en tout. J'en suis persuadé. Et qu'aujourd'hui, nous n'avons pas le choix. Il y a une forme d'inertie en France qui existe. On le voit bien politiquement. Il y a tellement de choses qui... On est dans une forme d'inertie depuis plusieurs années. On sait très bien qu'on est dans un passage. On sent bien qu'il y a des tendances qui sont en train d'arriver, mais on n'arrive pas à enclencher. On n'arrive pas à enclencher parce qu'en France, on est persuadé que ce qui a déjà été fait, ça marche. Personne ne s'interroge sur le fait que ça peut lasser, ça peut ne plus marcher, ça peut ne plus être adapté, et qu'aujourd'hui, il faut fonctionner et raisonner différemment pour proposer autre chose. Les idées, il faut bien aller les chercher à l'étranger, hein.